Et bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 17 juin sur la chaîne Digital Smart Invest pour un petit brief sur le S&P 500. On va regarder un petit peu quelle a été la réaction par rapport au FOMC, aux décisions de taux d'intérêt. Et on va regarder aussi pas mal de métriques. On va regarder les liquidités de la Fed, on va regarder le dollar, comment est-ce qu'il se comporte. On va regarder l'inflation, si oui ou non il y a une corrélation avec celle qui a été reportée par le gouvernement US. Et on va regarder les prochaines annonces économiques, ainsi que ce qui se passe au niveau du marché des options sur l'indice. Et pourquoi le S&P pourrait continuer à monter malgré le rallye qu'il nous a déjà fait. Parce que déjà pour rappel, au niveau des marchés US, on n'a plus de CFD. Donc les produits CFD n'existent pas aux États-Unis. Donc si vous voulez spéculer sur des mouvements de marché, vous passez directement par les options. Alors on commence avec le Fear and Greed Index. Alors Fear and Greed Index, on est toujours dans l'extreme greed. On n'a pas vu de mouvement de retrait au niveau de cet indice. Donc voilà, pour les personnes qui tradent le S&P, c'est pas quand on est dans ces niveaux de sentiment de marché qu'on rentre à l'achat. Hormis pour ceux qui font du scalping, sinon rentrer ici pour du long terme, c'est assez quand même assez dangereux. Et il faudrait refaire votre gestion du risque si jamais vous venez quand même à décider de le faire. Au niveau des annonces éco, alors on a eu une très grosse semaine qui vient de passer, donc avec le CPI, avec la décision des taux d'intérêt. Du coup, prochaine semaine, ça va être assez calme. On va commencer à pouvoir profiter des belles chaleurs qu'on a en ce moment. Donc, quelques news au niveau du marché immobilier. On aura aussi un discours de Powell, voilà, témoignage du président de la Fed. Donc, il va revenir sur le discours qui a été fait. Pour rappel, sur ce site, donc federalreserve.gouv, donc c'est le site de la Fed, vous pouvez retrouver le FOMC, donc vous pouvez retrouver tout ce qui a été dit, tout ce qui a été repris, etc. Vous pouvez vous amuser à chercher à quel moment ils ont eu un ton plus autoritaire qu'eux, mais bon. N'oubliez pas que tout ce que vous lisez ici, ça a été préparé, ça a été discuté. Donc il y a des professionnels qui ont essayé de trouver les mots justes pour que le marché interprète ce qu'il a interprété. C'est-à-dire, on va certainement avoir de nouvelles hausses de taux. Mais bon, ça, on pourra en rediscuter un peu plus tard. Pour ceux par contre qui tradent donc le Forex, on aura décision de taux d'intérêt de la Suisse. Bon, ça, je pense pas qu'il y aura d'évolution là-dessus. Par contre, on aura décision des taux d'intérêt de la Grande-Bretagne. Et là-dessus, ça pourrait être intéressant pour ceux qui tradent le GBP, parce que l'Angleterre, elle, n'a pas du tout l'inflation qu'a les États-Unis, en tout cas sur Trueflation, donc la partie volatile de l'inflation, beaucoup plus élevée en Angleterre, du moins en Europe en général, qu'aux États-Unis. Donc voilà, on aura encore un autre témoignage de Powell et puis quelques chiffres au niveau du chômage et quelques chiffres au niveau du marché immobilier. Pour le Japon, on aura l'inflation japonaise et ce sera tout. Ah oui, le PMI de market également. Donc voilà, pas grand chose cette semaine, sachant que bon, les mouvements ont déjà été faits. En tout cas, pour le pricing de la non montée de taux, ça a été fait. Au niveau des liquidités de la Fed, alors, ce qu'on voit, c'est quoi? On voit que la Fed, du coup, a augmenté ses taux. Donc, on a eu une inflation reportée à 4%, alors que l'inflation core, elle, est à 2,41. Donc, ça devient dangereusement déflationniste. Et bien évidemment, la Fed, elle, ne va pas commencer à dire voilà, on va arrêter d'augmenter les taux. Elle va dire que voilà, ce n'était qu'un skip. Pourquoi? Pour éviter du coup qu'on ait une rechute, enfin qu'on ait une réaugmentation pardon, de l'inflation. Donc qu'on ait énormément de personnes qui viennent à reprendre du crédit, à commencer à dépenser leur épargne, etc. Mais par contre, elle voit bien que voilà, au niveau que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des transports, au niveau des utilities, on a vraiment donc une inflation, voilà, on est déflationniste sur énormément de plans de l'inflation. Donc là-dessus, c'est pour vous dire que la Fed voit ces chiffres. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est que malgré le fait qu'elle continue donc d'augmenter les taux, enfin dans le discours,
pour du coup éviter que les marchés deviennent euphoriques. Petit spoiler, ça n'a pas marché, les marchés sont devenus euphoriques. Mais encore une fois, ce qu'elle fait en même temps, c'est réinvestir des capitaux sur les marchés. Donc pour éviter du coup que la courbe de l'inflation chute trop et surtout pour pouvoir garder du coup une carte à jouer si jamais donc l'inflation venait à revenir, elle pourrait de nouveau retirer cette liquidité. Mais pour l'instant donc la Fed joue entre expliquer au marché qu'il pourrait probablement y avoir encore des augmentations de taux et réinvestir sur les marchés de la liquidité. Pourquoi? Pour du coup éviter de nouvelles faillites et pour relancer un petit peu l'économie parce que de tels niveaux de chute d'inflation, si on continue ce genre de courbe, ça devient extrêmement dangereux. Mais bien évidemment, pour l'instant, on est à 2,41, la Fed rapporte 4, donc voilà, on n'a pas de souci par rapport à ça. Et surtout, donc, on a l'overnight reverse repo qui a commencé à chuter. Alors maintenant, il faut vous mettre dans la peau des institutionnels. Donc les institutionnels qui avaient à ce niveau-là à peu près 2250 milliards de dollars dans le compte de la Fed, commencent à retirer leur argent du compte de la Fed. Pourquoi? Parce que la Fed a dit que voilà, il y aurait probablement des nouvelles hausses de taux, mais ce seront les dernières. Et beaucoup de gens commencent à dire que ça pourrait ne pas être le cas. Du coup, c'est soit vous laissez donc le S&P partir sans vous, comme ça a été le cas durant toute cette hausse, soit vous dites, bon, je vais quand même acheter du S&P, pourquoi? Au cas où la Fed ne referait pas de hausse de taux. Mais par contre, pourquoi je ne me dirige pas vers le marché obligataire? Et on voit que le marché obligataire, lui, donc j'avais annoncé une fois qu'on était là et qu'on avait cassé le range par le haut, qu'on avait deux possibilités. Première possibilité, réintégrer le range, peut-être le casser par le bas, si on avait du coup une inflation qui continue à chuter et un gouvernement qui rapportait une inflation réelle, c'est-à-dire au moins 3%, ou ranger au-dessus de cette résistance, donc entre les 3,50 et les 3,9. Et ben on a choisi la deuxième solution, c'est-à-dire que maintenant vous avez des obligations d'État à 10 ans qui rangent du coup entre les 3,570 et les 3,850. Et pourquoi ça ne risquerait pas d'augmenter? Parce que là, en fait, vous avez deux choix. Vous avez du coup l'environnement récessionniste qui commence à être oublié. Vous avez le paradigme de resserrement des taux qui commence à être sur sa fin. Mais il y a toujours un souci, c'est que si jamais vous achetez donc des obligations d'État à 10 ans au taux actuel, qu'est-ce que vous aurez si jamais il y a une nouvelle hausse de taux? C'est encore une fois de la volatilité sur le marché obligataire. Et une grosse volatilité, on a connu jusqu'à 20%. Or, cette volatilité-là, vous pouvez y être exposé au niveau du marché action, mais on va dire à moindre mesure. C'est-à-dire que le S&P, si jamais il venait à aller aux 4800 points, vous, si vous l'avez acheté ici, voilà, donc quoi qu'il arrive, vous êtes dans le bon bateau. Actuellement, si vous prenez donc de l'obligataire à 10 ans américain et que voilà, les prochains rendements seront au niveau des 4,40, qu'on revient à atteindre les sommets, à ce niveau-là, à ce moment-là, pardon, vos obligations à vous ne vous rapporteront que du 3,80. Donc, si vous gardez cette liquidité depuis bientôt 1 an et demi, c'est bien évidemment pour l'investir au meilleur des moments. Ce n'est pas encore le meilleur des moments au niveau obligataire, si on n'a pas encore eu de hausse de taux, enfin la dernière hausse de taux. Par contre, c'était le moment au niveau des actions. Donc ici, on a le train de retard. Train de retard qu'on n'a pas au niveau obligataire, à part si, bien évidemment, on n'a plus d'augmentation de taux. Chose qui est possible quand on voit du coup certaines métriques qui peuvent nous faire penser ça. Et quand on voit surtout que la Fed, elle, continue à réinvestir des liquidités dans le marché. Au niveau du coup donc du S&P, au niveau de la charte du S&P, donc on voit qu'ici on a eu une belle accumulation, voilà, accumulation de Wyckoff ici avec le SCAR, ST, hop, on vient prendre la liquidité du ST avec un STB, et là-dessus on voit que toute cette liquidité là, hop, on est parti donc à la hausse. Maintenant on a même break donc la résistance annuelle, on se retrouve donc proche de la résistance de 2022, si je dis pas de bêtises. Oui, bon, on va dire que cette résistance-là, c'était fin 2021, donc résistance de 2022 qui se trouve ici. Je pense qu'on peut y aller.
Bien évidemment, ici, on a un gap à combler, on a énormément de gap dans cette zone de prix, mais on a deux problèmes pour du coup un retrait du S&P sur ces zones de prix-là, du moins prochainement. Premier problème, au niveau des options, enfin je veux dire ici, on voit très clairement que on a 6 à 7 fois plus d'options put que d'options call. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le broker est obligé d'acheter le marché pour se hedger par rapport à tous ces puts qui ont été mis, qui ont été présents, qui ont été pris, pardon. Donc ici, on peut voir hein, sur toutes les prochaines expirations, à chaque fois, on a donc un marché put qui est 2 à 3 fois supérieur au marché call. Donc ça prouve bien que tout le monde veut voir le S&P chuter. Tout le monde voit que le S&P est monté bien trop haut, bien trop vite. Et là-dessus, au niveau du Nasdaq, c'est bien pire au niveau du marché des options. Enfin, c'est à peu près la même chose. Mais lui, du coup, a déjà rejoint donc la fameuse résistance de 2022. Je pense que il peut y avoir encore un nettoyage de fait au niveau des shorters. Il peut encore y avoir un nettoyage et peut-être qu'on se servirait de cette liquidité-là pour, hop, refaire donc revenir au niveau de ce gap-là, au niveau de cette zone de prix, pour après, bien évidemment, continuer la hausse. Si du moins on croit au fait qu'on ait une croissance qui peut probablement revenir, ou du moins une inflation qui pourrait venir à stagner au niveau des 2, 3, 4%, ce qui pourrait permettre du coup au S&P de continuer à monter malgré le fait qu'on soit quand même en récession. En tout cas, si on compte du coup qu'on attendrait de prendre la liquidité, hop, alors j'ai toujours mon TradingView qui ne veut pas afficher. Hop, donc voilà, si on se dit que juste au-dessus de ce dernier high, donc de cette résistance, on a énormément de liquidités vendeuses. Donc toutes les personnes qui ont shorté à ce niveau-là ont mis donc leur stop loss juste ici. Ce qu'on peut s'attendre, c'est bien évidemment, enfin après j'avoue la marge ici est assez large, mais si jamais on venait à arriver dans ces zones de prix, je pense que le prix pourrait très clairement, hop, venir chercher donc toute cette liquidité vendeuse pour permettre aux personnes qui sont rentrées ici de prendre leur profit et revenir donc dans ces zones de prix, là où on a laissé du gap, là où également on a des ordres négatifs, et là-dessus après on pourrait avoir une réaccumulation, hop, pour continuer la hausse. Mais shorter actuellement le marché, quand je vois, petit nettoyage, donc quand je vois ce type de ratio short-long, shorter actuellement c'est quand même extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, sachant surtout que on a donc l'overnight reverse repo qui commence à fortement chuter. On n'a pas encore eu donc de nouvelles obligations d'État qui ont été émises par le gouvernement, ce qui fait que ici toute liquidité qu'on voit sortir de l'overnight reverse repo se retrouve sur le marché. Et on le voit via la surperformance de ces marchés dans cette période de l'année. Période de l'année où du coup on a très peu d'institutionnels, très peu de personnes, de traders professionnels qui tradent. Donc la plupart du temps, ce qui fait pousser les marchés, c'est premièrement les brokers qui doivent se hedger par rapport à tous les puts qui sont pris, et en plus de ça, les algorithmes du coup qui viennent supporter la hausse et qui viennent continuer. Donc ces mouvements de prix qui, oui, sont excessifs, mais qui sont nécessaires. Donc quand vous avez tout le monde qui veut voir le marché chuter, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. Après, on a aussi le fait que donc le DXY se rapproche de sa résistance. On voit vraiment la corrélation inverse entre le S&P et l'indice du dollar. Donc si jamais le DXY venait à break cette résistance, hop, et à chuter plus bas, on peut s'attendre à une continuation de la performance du S&P. Continuation de la performance du S&P qui viendrait peut-être du coup break donc ce dernier high et venir peut-être même chercher l'ATH qui encore une fois n'est pas c'est pas fou de revenir à l'ATH du S&P. Pourquoi? Parce que quand on prend du coup le S&P divisé par la masse monétaire, qu'est-ce qu'on observe? On observe que actuellement, oui, le S&P au niveau des prix est sur les plus hauts, mais en termes de demande, si je supprime donc le S&P que nous on regarde, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, on est du coup dans un range
depuis donc les années 2000. Et qu'est-ce qu'on observe? On est juste en haut du range. Donc oui, on pourrait venir break ce range par le haut, mais pour rappel, donc durant depuis voilà 2007 jusqu'à 2023, donc ce qui a vraiment supporté l'économie, c'est l'impression monétaire. Maintenant, peut-être que on aura donc des réelles innovations et du coup, on pourrait avoir, comme il y en a eu bien évidemment, mais je veux dire que ici, donc la bulle Internet, c'est ce qui a fait en réalité, c'est ce qui a créé les entreprises qui ont performé durant les 20 dernières années. Donc si jamais maintenant on pourrait avoir de nouvelles entreprises via l'intelligence artificielle, via la blockchain ou via par exemple la fusion nucléaire, qui pourraient créer du coup des nouvelles technologies, donc des nouvelles ruptures technologiques qui pourraient ramener à de nouvelles utilisations et à une nouvelle économie, là-dessus on pourrait peut-être break donc ces niveaux de prix, revenir donc se rapprocher des niveaux de prix des années 2000 où là vraiment oui l'économie était surévaluée, du moins le S&P lui le marché action était surévalué euh, dans ces années-là. Et on peut le voir du coup avec le S&P divisé par la masse monétaire. Maintenant, pourquoi aussi on pourrait avoir un marché action qui pourrait surperformer? C'est avec le fait que on a du coup des gouvernements et des banques centrales qui se doivent d'imprimer énormément d'argent. Pourquoi? Parce que les gouvernements sont extrêmement endettés. Donc si vous avez énormément d'impression monétaire, qu'est-ce que ça résulte? Ça résulte le fait que votre monnaie perd en valeur. Or, si vous voulez du coup vous placer sur le marché obligataire, avec une monnaie qui perd en valeur, vous avez toujours de l'impermanent loss. C'est-à-dire que le taux obligataire qui vous rémunère est en réalité plus bas que la chute de pouvoir d'achat que vous avez via l'inflation, via la perte de pouvoir d'achat de votre monnaie qui est due à l'impression monétaire, ce qui résulte donc de l'inflation. Donc c'est pour ça que le marché action pourrait devenir de plus en plus intéressant au même rythme que les monnaies se déprécieraient. Donc voilà, actuellement oui, on est sur un marché qui est extrêmement acheté. Maintenant, on a vu que voilà, on a quand même une accumulation depuis mai 2022. Donc on a pris un an pour accumuler. Une belle accumulation comme ça, on n'en a plus vu depuis depuis voilà peut-être ici donc de 2015 à 2016 on a eu pareil une accumulation mais encore une fois elle était moins bien faite que celle qu'on a eu là. Quand je vous dis moins bien faite c'est hop wake up schéma, voilà donc ici vous avez une distribution donc si vous inversez la pattern, je crois qu'ici je l'ai, voilà donc ici vous avez pattern d'accumulation de wake off donc pattern qui sert à faire des plus hauts. On peut voir que le S&P lui a totalement respecté la pattern, ce qui est extrêmement rare, que ce soit sur les indices, sur les marchés actions, ou même sur tous les marchés, quoi. C'est extrêmement rare de voir une accumulation aussi bien faite. Généralement, on vous montre toujours des patterns et voilà, sur les marchés, c'est jamais vraiment comme sur les schémas. Mais là-dessus, alors je vais essayer de les mettre côte à côte. Hop, on voit que voilà, on a vraiment toutes les phases à ce niveau-là. Et la dernière phase, bien évidemment, la phase E, c'est voilà, on vient donc à pump, à ranger au-dessus du pump et on continue. On vient à pump, à ranger au-dessus du pump et on continue. Et là-dessus, du coup, le fait qu'on soit en période estivale, qu'on ait pour la première fois depuis 2 ans pas de hausse de taux, ça joue bien évidemment, ça rajoute sur le fait qu'on a un marché qui est extrêmement bullish. Donc c'est pas le moment de l'acheter. Pour le shorter, faites quand même attention parce que vous n'êtes pas du tout seul à vouloir le shorter. Et généralement, quand vous avez ce type de ratio short-long, le marché va certainement continuer à monter juste pour liquider les shorts jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus énormément, qu'on arrive peut-être sur ces zones-là, que hop, on vient chercher un hub de liquidité pour du coup soit prendre des profits et là vous allez avoir une correction, soit directement pour rentrer en short parce que oui en effet le marché serait monté un petit peu vite. Voilà, bah écoutez, je voulais aussi regarder juste le ratio du coup, donc le ratio action sur obligation.
on voit vraiment que voilà, le fait qu'on ait une masse monétaire. Alors attendez, il faut que je fasse hop, nouveau ratio. Voilà. Donc le fait qu'on ait une masse monétaire qui continue en fait d'augmenter, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque du coup que votre monnaie perd en pouvoir d'achat. Si votre monnaie perd en pouvoir d'achat, vous préférez vous exposer au marché action qui lui, du coup, plus il y a d'argent, plus il est valorisé, plutôt qu'au marché obligataire, qui lui, plus il y a d'argent, moins la monnaie vaut en pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que l'impression monétaire favorise le marché action, défavorise le marché obligataire. Et ici, vous avez le ratio, donc marché obligataire long terme sur marché action. Et on voit bien que le marché action surperforme le marché obligataire. Après, du coup, cette année 2022, où on avait eu un espèce de range qui montrait bien qu'il y avait une indécision. Indécision, du coup, qui a suivi avec la surperformance du dollar par rapport aux autres monnaies et aussi par rapport aux autres actifs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Encore une fois, pas grand chose à regarder. Surveillez quand même donc les ratios short-long au niveau des options. Et voilà, bah écoutez, on attend que notre fameux S&P arrive sur une zone clé. Peut-être que ici, ça pourrait aussi être un bon catalyseur pour commencer une correction. Mais encore une fois, seul le temps nous le dira. Et voilà, bah je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.